15h44, Olivier Droyard nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Mon pensier Arpevel, vous venez rendre votre verdict face au marché, ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre. Est-ce que vous l'assumez ? Oui, je l'assume complètement. On vous écoute. Alors voilà, pour acheter les losers de l'IA, il faut vraiment attendre que leur valeur terminale soit nulle. Oh ! Tirer sur l'ambulance, là. Pour acheter les losers de l'IA, ceux qui vont perdre face à l'IA, il faudrait vraiment que leur valeur terminale, il va falloir définir ça, soit nulle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt de les racheter aujourd'hui. Alors ça dépend lesquels, mais en fait, bon, d'abord, on va pas parler de toutes les sociétés qui tous les jours sont éventuellement citées comme étant susceptibles d'être menacées par l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont un peu des fantasmes dans 20 ans, donc j'évacue tout de suite l'assurance où il faut mettre du capital en face, où ça n'a vraiment aucun sens et qui seront des grands gagnants globalement de l'IA compte tenu de la masse de coûts administratifs qu'ils ont. J'évacue peut-être à la limite aussi les très rares sociétés, mais pas beaucoup finalement, qui sont déjà menacées, déjà attaquées par l'IA. En fait, ce qui compte, c'est toutes les sociétés sur lesquelles il y a des vraies craintes, mais aujourd'hui sur lesquelles ça se voit pas dans les chiffres. Évidemment, les sociétés de logiciels, parce qu'on sait que la valeur du code aujourd'hui, c'est quasiment plus rien, que c'est facile de coder avec l'IA très rapidement. Alors, il faut quand même surveiller un petit peu, mais quand même malgré tout, c'est facile, c'est rapide. Les sociétés qui fournissent des données, les sociétés, ça a été cité juste avant, aussi très intenses en personnel, avec énormément de gens pour des tâches qui peuvent être éventuellement assez automatisables, répétées facilement, etc. Donc toutes ces sociétés-là qui aujourd'hui ne voient rien de négatif, et même parfois qui voient des choses positives, puisque les SS2I, il y a de l'implémentation de l'IA. Aujourd'hui, de software ou de base de données vendent des solutions supplémentaires à base d'IA. En 2026, ce sera plutôt pour ces gens-là un facteur plutôt un peu plus de croissance qu'autre chose, en fait, net. Néanmoins, on comprend parfaitement le rationnel du marché, c'est de dire, à terme, ils seront perdants de l'IA, et c'est probable. Même si, à court terme, on sait que quand on a un logiciel, ça se remplace pas comme ça, même si on sait faire le code, parce que il y a l'imbrication dans l'organisation, il y a les relations clients, il y a les aspects réglementaires, donc il faudra quand même des années. Donc, dans certains cas, pourquoi pas sur ces sociétés-là tenter des paris, mais en se disant ils vont pas mourir tout de suite, ça prendra du temps, mais ils finiront quand même par mourir. Mais ils finiront possiblement, pas les assureurs. Non, pas les assureurs, je les mets pas dans cette catégorie-là. Mais toutes ces sociétés où effectivement le rationnel logique c'est de se dire oui c'est un vrai challenge. Faut se méfier quand même. Les fintech devaient tuer les banques il y a 3 ans, c'est le meilleur secteur en Europe, donc il faut quand même se méfier. Mais sur ces secteurs où rationnellement c'est vrai que c'est convaincant de se dire l'IA est une vraie menace, il faut être exigeant sur la valorisation. Alors, être exigeant sur la valorisation, c'est de se dire, on a des flux de trésorerie futurs quand on valorise une entreprise. Souvent, pendant 10 ans, on fait une valorisation détaillée. Puis, à la 10e année, on prend le flux terminal qu'on actualise avec un taux, avec une croissance potentielle. Alors, ça peut être faible si c'est une société de services. Si c'est une société de logiciels, c'était souvent assez élevé historiquement. Bon, ça, il faut que ce soit égal à 0 parce que finalement, dans 10 ans, on n'en sait rien. Et alors, pour arriver à ça de manière simple, comment on fait ? Il faut regarder le flux de trésorerie actuel rapporté finalement à la capitalisation boursière, donc ce qu'on appelle le rendement du free cash flow, par exemple, le rendement du flux de trésorerie. Et c'est-à-dire qu'il faudrait être au moins, finalement, pour pas avoir la valeur terminale, être au moins à court terme à 10%, et même plutôt 12% si on prend en compte les phénomènes d'actualisation. Donc c'est un peu technique, mais globalement, si on regarde concrètement, un Dassault Systèmes, ça a beaucoup baissé, mais c'est vrai que ce qu'on appelle le free cash flow yield aujourd'hui, sur 2026, c'est pas 10%, ni 12, c'est 6,5, donc c'est encore quand même peut-être cher. Et SAP, c'est quand même assez résilient, mais SAP, c'est 5%, donc on n'y est pas encore. À l'inverse, c'est vrai que sur un certain nombre de SS2I, les SS2I, globalement, on n'est quand même pas très loin. On est sur des niveaux aujourd'hui de free cash flow yield qui sont autour de 10-12%. Donc celle-là, vous les rachetez. Donc dedans, ça ne veut pas dire qu'il faut tout acheter, une fois que j'ai dit ça. Mais ça veut dire que c'est... Non, mais c'est quand même, il faut ça pour se dire, est-ce que après ça, il faut regarder les fondamentaux des entreprises, voir lesquels sont quand même les facteurs de résistance peut-être les plus forts à court terme, voir si certaines ne vont pas se mettre à faire des investissements massifs qui pourraient détériorer le free cash flow. Mais le prérequis, c'est de se dire, on ne sait pas, et à 10 ans, on ne doit pas avoir de valeur terminale. Capgemini, dans cet univers, demain publiera ses résultats, ce sera demain matin, ce sera hyper intéressant, surtout de les écouter, leurs discours sur leurs prévisions, leurs perspectives, surtout Capgemini, encore sous pression des marchés cet après-midi avant la publication de demain, moins 2%. Pour l'instant, rien n'arrête la baisse, donc c'est pour ça qu'il faut être exigeant sur la valorisation. Ouais. Alors du côté des valeurs, au contraire, qui sortiront sans doute gagnantes de l'intelligence artificielle, il y a EssilorLuxottica, on va beaucoup en parler à 16h ensemble tout à l'heure, ils ont publié, c'est magnifique, c'est rayonnant, les lunettes dotées d'IA, c'est un truc de malade. Enfin, sur un an, les ventes de lunettes connectées, de lunettes dotées d'IA ont augmenté de 268%, plus de 268%, on en parle à 16h en détail. Il y a aussi Legrand qui fait partie des gagnants. Aujourd'hui, Legrand à la Bourse de Paris gagne 7,5%, croissance soutenue par l'essor des data centers.
On n'est pas déçu là-dessus. Non, on n'est pas déçu. Les data centers, maintenant, quand même, pourtant, Legrand, c'est quand même une société traditionnelle, historique depuis longtemps, mais il y a eu une telle croissance que c'est 25% du chiffre d'affaires, quand même, maintenant, de Legrand, les data centers. Donc, évidemment, avec des croissances qui sont très largement à 2 chiffres, ils attendent encore 10 à 20% de croissance dans les data centers pour 2026. C'est clair que ça accélère. Historiquement, Legrand était une très belle société, une très belle rentabilité des capitaux investis, mais avec une croissance plutôt un profil de croissance organique 3-4%. Là, on est finalement à 7,7%. Et ils attendent encore entre 4 et 6% l'an prochain, avec des perspectives qui ne sont pas hyper agressives à première vue par rapport au poids que représentent les data centers. Maintenant, le cours a pris quand même 30% depuis, en ligne droite, là, depuis 1 mois et demi, 2 mois. On se paye 27 fois les bénéfices 2026. Donc, il ne faut quand même pas être complètement... il faut quand même regarder la valorisation. L'avantage, c'est que c'est vrai que le reste du business, si aujourd'hui il est assez médiocre, il devrait quand même s'améliorer graduellement dans la construction, et que c'est des actifs durs, c'est de l'industrie, et donc là-dessus on est, alors peut-être qu'un jour on aura un problème avec les robots, mais là il faut regarder encore un peu plus loin, on est quand même protégé de toute l'IA, donc il y a à la fois le côté valeur refuge et le côté IA, mais c'est vrai qu'on le paye quand même en bourse aujourd'hui. Voilà, vous disiez le PE de Legrand, on est à combien maintenant? 27 fois 2026 quand même. On regardera aussi, il ne faudrait pas oublier Rexel, mais dans le même univers, même cause, mêmes effets, Rexel aussi profite des data centers, ils ont publié, et pareil, le titre est en hausse, on en parlera tout à l'heure à 16h, plus 3% en ce moment Rexel. Antoine. Et puis il y a Hermès aussi, qui ravive le secteur du luxe. C'était mon petit pari avec un de nos auditeurs, là, on se causait sur Twitter hier. Il me disait, le CAC 40, demain va battre des records grâce à Essilor. Je lui ai dit, peut-être un petit coup d'Hermès aussi. Chapeau l'auditeur. Et, bien joué. Et puis Hermès aussi qui participe à la fête. Alors peut-être sur des progressions un petit peu moindres, mais enfin les chiffres sont solides. Ça s'améliore aussi du côté des États-Unis. Et là, on a de la croissance à 2 chiffres, ce qui devient rare. Oui, alors, c'est-à-dire que, en fait, Hermès, ils ont quand même cette espèce de recette pour faire toujours 10% de croissance organique quelque part, quel que soit le scénario, parce qu'en fait, ils gèrent toujours la rareté. Quand la demande est bonne, elle n'est jamais servie à 100%. On sait que sur les sacs haut de gamme, il y a toujours des phénomènes de liste d'attente. Ferrari fait un peu pareil aussi d'un certain côté. Donc, alors, Ferrari, ça a été plus compliqué ces derniers mois, mais c'est vrai que c'est des sociétés, normalement, même quand le secteur ralentit, ils sont capables de servir un peu mieux la demande qu'ils avaient gardée un peu sous le coude. Et puis, comme c'est quand même du vrai luxe, et que du vrai luxe, parce que chez un LVMH, il y a du vrai luxe, mais il n'y a pas que du vrai luxe. Et donc, effectivement, ils sont capables de faire toujours délivrer ces croissances de 10% et d'être toujours, quand même, quand le secteur est un peu plus challengé, l'acteur qui se distingue. Après, ça vaut quand même 45 fois les bénéfices. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être espérer plus ou moins que le cours suivra les bénéfices. C'est difficile d'envisager que ça se paye quand même beaucoup plus cher que ça. Oui. Pour l'instant, en tout cas, ça suit le rythme. Ça publie Hermès, toujours au-dessus des attentes, et le dividende sera rehaussé. Il va passer le dividende chez Hermès de 16 à 18 euros par action. Ce titre Hermès gagne en ce moment 2,8%. Jean-Michel nous a écrit sur X justement à propos d'Hermès. Hermès a publié, et maintenant, vous renforceriez Hermès ou plutôt trop tard? Non, mais Hermès, je vous dis, c'est un fonds de portefeuille qui suit la progression. Non, c'est pas ça. Mais il y a jamais de bons moments et de mauvais moments pour l'acheter. C'est un fonds de portefeuille de très long terme, Hermès, dans lequel il faut se dire qu'on va suivre sur longue période la croissance des bénéfices de 10% par an. J'ai rien à perdre à en mettre, pas beaucoup à gagner. Le sujet du timing sur Hermès, à la limite, compte pas tant que ça. Exactement. Tiens, ça fait partie de ces valeurs peut-être éternelles. Qui sait. Ce nouveau record sur le CAC, c'est l'objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux X et LinkedIn. Voici la question qu'on vous pose. On va vous la soumettre aussi, Olivier, cette question. Nouveau record donc aujourd'hui, plus de 8400 points. Le CAC touchera-t-il les 9000 points dès cette année? Oui ou non, c'est notre question du jour. Dès cette année, les 9000 pour vous ou pas? Je suis pas absolument convaincu parce que j'ai quand même cette vigilance sur ce qui peut se passer sur la tech et l'IA aux États-Unis. J'entendais finalement juste avant parler des sujets comptables chez Meta. Entre la dette d'Oracle, OpenAI qu'il faut quand même sauver, s'il y a des sujets comptables chez Meta et autres, j'ai une certaine note de prudence qui fait que j'en suis pas absolument convaincu. Mais en tout cas, l'Europe est plutôt bien positionnée. Ouais, plutôt bien positionnée. Elle essaye, l'Europe, de se relancer. Il y a le plan d'infrastructure allemand, le plan de défense. Et aujourd'hui, les dirigeants européens sont réunis, sommet pour sauver l'industrie européenne. Ce sommet des dirigeants européens, il a lieu au château d'Aldenbissen. On est en Belgique. Alors juste pour l'anecdote, ce château, il accueille chaque année le Festival international du conte.
le plus grand festival de contes multilingue d'Europe, d'ailleurs, dans ce château. On peut y entendre des histoires, des belles histoires en français, en néerlandais, en anglais, en italien. Ça a lieu tous les ans en avril. Ce château est donc un centre international de narration. C'est peut-être ça qui va se jouer aussi avec cette réunion des dirigeants européens. Oui, il va falloir qu'ils nous racontent une belle histoire, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quand même urgence à agir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on sent bien que l'Europe, elle est coincée entre l'agressivité de Donald Trump avec ses droits de douane, l'agressivité commerciale de la Chine avec son dumping agressif, et on voit bien que tout ce qui n'est pas exporté aux États-Unis a tendance à être exporté en Europe. Donc l'Europe, elle est attaquée de toutes parts. L'industrie allemande, la chimie, l'automobile sont quand même très très fortement attaquées. Et en donc, plus, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'unanimité sur les solutions. Il y a l'Europe qui veut s'approfondir, ça c'est Emmanuel Macron, Mario Draghi, qui propose de recourir aux dettes et aux emprunts communs. Puis il y a l'Europe qui, au lieu de s'approfondir, veut s'assouplir, alléger les réglementations existantes en matière d'émissions de CO2, par exemple. Ça, c'est l'Italie et l'Allemagne. Deux Europes, deux visions qui s'affrontent là. Ouais, c'est quand même la deuxième qui a raison. C'est quand même difficile finalement d'arriver en étant la France le plus mauvais élève financier de la zone euro et de dire maintenant, comme moi je suis très mauvais élève, il faut qu'on mette toutes nos dettes en commun. Vous allez voir, ça va être fantastique. C'est sûr que ça peut pas être bien reçu par des pays qui eux ont fait beaucoup plus d'efforts. Même si l'Allemagne aujourd'hui fait de la relance, mais c'est de l'investissement, c'est pas de la dépense. J'ai envie de vous dire, dans ce cas, l'Allemagne pollue beaucoup plus que la France. Du coup, on comprend qu'elle puisse vouloir alléger la réglementation sur les émissions de CO2. Enfin, chacun ses défauts. Ça c'est vrai, oui. Mais elle va le faire et elle doit le faire parce qu'en fait, il y a un des grands problèmes, par exemple au niveau de la chimie aujourd'hui, mais c'est vrai pour beaucoup d'industries en Europe, c'est le prix du CO2 en Europe. C'est pas tellement le gaz, on parle du gaz, mais en fait, moi, quand on rencontre des chimistes, moi, j'en ai vu assez déprimés en début d'année, parce qu'effectivement, le prix des quotas de CO2 les met à un désavantage compétitif énorme finalement, notamment vis-à-vis des Chinois, parce qu'on avait une trajectoire de quotas de CO2 qui devait se réduire en Europe, mais si on est les seuls à le faire et qu'on taxe pas les importations, on va avoir un problème. Donc il faut quand même, il faut alléger les normes quand même. C'est quand même le principal problème de l'Europe aujourd'hui. On est assez endetté et dépenser plus, je sais pas si c'est génial. Ouais. Donc vous êtes dans le camp pour relancer l'industrie européenne de ceux qui veulent assouplir la réglementation avant d'approfondir l'Europe, ce qui prendra plus de temps. Ouais. C'est l'idée. Approfondir l'Europe, je pense que beaucoup de gens seront certainement d'accord si tout le monde est sur la même ligne budgétaire. C'est ça, voilà. Des dettes et des emprunts communs, c'est bien, c'est ce que pousse Emmanuel Macron, mais pas l'Allemagne qui préfère assouplir les règles. Voilà. Je pense qu'elle serait peut-être pour si la France avait 3% de déficit. Et on paye le prix de nos erreurs aussi. Olivier, est-ce que ça vous dit de rester avec nous en fil rouge ? Avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup d'autres publications, on n'a pas assez parlé de Michelin aussi, mais Michelin gagne 5% aujourd'hui, puis on reviendra bien sûr sur Essilor-Luxottica dans un instant. Il est avec nous, vous inquiétez pas, si vous avez ces valeurs en portefeuille, on en reparlera donc avec Olivier dans un instant.